Merci. La parole est à Monsieur Pascal Popelin pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Deux questions méritent, de mon point de vue, d'être posées s'agissant de la géolocalisation et de ce projet de loi. Son opportunité d'une part et d'autre part l'équilibre qu'il propose entre l'indispensable garantie au droit à la vie privée, au respect des droits, et la nécessité d'étoffer les techniques d'enquête à la disposition des autorités chargées de combattre les entreprises criminelles ou délictueuses dans notre pays. S'agissant du contexte qui a conduit le gouvernement à proposer de légiférer sur les règles d'usage et les modalités d'emploi des techniques de géolocalisation dans les investigations, l'opportunité de ce texte ne fait, me semble-t-il, nullement débat. En invalidant la légalité des mesures de géolocalisation prescrites par le parquet, de récentes décisions de la Cour de cassation nous imposent de fait de réviser et d'approfondir le cadre légal du recours à ces procédés de filature dans les enquêtes préliminaires et de flagrance. Qui pourrait en effet se satisfaire et sérieusement plaider pour le statu quo, pour le maintien d'un régime juridique incomplet qui prive aujourd'hui les forces de l'ordre d'une méthode d'enquête utile, pour ne pas dire parfois indispensable, au service des investigations contre le crime, le terrorisme ou la délinquance. Je veux donc, à mon tour, saluer la réactivité du gouvernement sur cette affaire. Il n'était pas imaginable de laisser les enquêteurs dépourvus sur le terrain de la possibilité de recours aux techniques de géolocalisation. Au-delà de la fragilisation de certaines procédures et du préjudice que représente l'impossibilité de fait d'utiliser cette technologie dans certaines enquêtes et certaines circonstances concrètes, l'opportunité et l'utilité de ce texte justifient aussi, à mon sens, en ce qu'il permet de mettre notre droit en conformité avec la réalité de notre temps. Je suis de ceux qui estiment que notre devoir de législateur nous appelle à adapter sans cesse les moyens de protéger notre société aux mutations qui la traversent, aux usages évolutifs qui transforment nos modes de vie. Nous devons aussi adapter notre droit au bon moment, c'est-à-dire sans accuser un retard qui le rendrait inopérant, obsolète ou hors sujet. C'est souvent là un véritable défi puisque chacun le sait, le temps législatif qui requiert recul, réflexion et sérénité n'est parfois pas compatible avec la rapidité d'apparition sur le terrain de certaines mutations techniques. En matière de lutte contre les atteintes à la sûreté de l'État et contre toutes les formes d'insécurité, un fait ne peut être contesté. Il est d'ailleurs reconnu par l'ensemble des chercheurs et experts qui s'intéressent aux faits de délinquance. Les méthodes de ceux qui veulent s'affranchir de la loi évoluent très vite et atteignent un haut niveau de sophistication. L'innovation technologique a largement servi les ambitions de ceux qui sont animés par la volonté de nuire aux intérêts de la nation et des Français. Il suffit de voir comment les réseaux terroristes se sont appropriés les nouvelles technologies pour en faire un instrument d'embrigadement, de propagation de leur idéologie et de structuration de leurs organisations. Il suffit d'observer les méthodes actuelles du grand banditisme qui a gagné en intelligence logistique grâce à ces mêmes outils. Il en va de même des procédés de la petite criminalité qui n'hésite pas à s'appuyer sur ces moyens pour progresser vers des méthodes quasi professionnelles, à élargir son champ d'action en parvenant à mieux déjouer les forces de l'ordre. Le temps du folklore façon tonton flingueur n'est bel et bien qu'un lointain souvenir, et pourtant beaucoup continuent de tout oser sans qu'il soit forcément aisé de les reconnaître. Adapter les méthodes d'investigation à l'évolution des méthodes criminelles et des pratiques délictueuses va donc dans le sens de l'histoire, comme d'autres avant nous, en d'autres temps, ont jugé nécessaire de créer des brigades mobiles, ou plus tard de remiser le système anthropométrique de M. Bertillon, qui constitua lui-même une forme de progrès de son époque, au profit de mesures biométriques puis génétiques, auxquelles le progrès technique confère bien davantage de fiabilité et d'efficacité. J'ai la conviction que les autorités chargées d'assurer notre protection ne sont pas vouées à demeurer toujours à la traîne de l'innovation. Si la technologie est une opportunité pour les entreprises criminelles et crapuleuses, elle doit aussi être un instrument au service de l'État dans l'exercice de sa mission de sécurité publique.
Reste à savoir si la loi que nous examinons aujourd'hui parvient à concilier les nécessités de disposer des moyens d'enquêter de manière performante et le respect des libertés individuelles auxquelles le droit de notre pays est légitimement attaché. Certains de nos collègues, sur tous les bancs de cette Assemblée, ont exprimé des craintes envers un texte qui pourrait s'avérer liberticide ou dont ils estiment, à tout le moins, qu'il ne serait pas assorti des garanties suffisantes du point de vue de la protection du droit à la vie privée. Cette approche est nécessaire au débat. Elle nous rappelle que la tradition républicaine dans laquelle nous nous inscrivons, celle qui a fait de la France la patrie des libertés, nous invite à nous défier de toute atteinte à nos principes. Les opérations de géolocalisation, comme toutes les techniques d'enquête intrusive, constituent bien évidemment une ingérence dans la vie privée, même si l'intrusion est moindre, par exemple, qu'une procédure d'écoute. C'est sur ce postulat que se sont fondés les arrêts d'octobre 2013 de la Cour de cassation, qui rendent nécessaire d'adapter aujourd'hui notre droit et nous invitent à le faire avec vigilance. Certains de nos collègues auraient préféré à ce titre que l'on s'en tienne à la version du projet de loi tel qu'amendé par le Sénat. D'aucuns l'ont d'ailleurs rappelé à l'instant dans ce débat, qui avait souhaité, le Sénat, donner une définition plus restrictive du champ d'application des opérations de géolocalisation ordonnées par le parquet. Cela considère qu'en limitant les possibilités de recours aux techniques de géolocalisation à des infractions punies d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans et en abaissant à 8 jours la durée maximale du recours à ce procédé sous le seul contrôle du procureur avant de soumettre l'autorisation de sa prolongation à un magistrat du siège, la loi serait de nature à mieux répondre aux exigences de la protection du droit à la vie privée. Avec Hugues Fourage, comme il l'a indiqué tout à l'heure, nous avons souhaité proposer, lors de l'examen du texte par la commission des lois, en pleine harmonie avec monsieur le rapporteur et en cohérence, je crois, avec la tonalité dominante des auditions conduites par Sébastien Pietrasanta, d'en revenir à la version initiale du projet, je le rappelle, c'est-à-dire viser les infractions punies d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 3 ans et donner 15 jours d'autonomie au procureur. Sur le deuxième point, j'ai compris qu'il n'y avait pas débat. Nous aurons tout à l'heure, à l'occasion des amendements, le débat sur le premier point. Et je veux dire, pour l'introduire à ceux qui s'en émeuvent, que le principe de modifier ces deux curseurs pour restreindre ou accroître les possibilités du recours à ce procédé ne change de mon point de vue rien à la volonté qui anime chacun d'entre nous de veiller au plus strict respect des libertés fondamentales. Ce projet de loi est précisément la traduction de cette volonté en ce qu'il constitue un progrès par rapport aux fondements légaux insuffisants et inadéquats sur lesquels reposait jusqu'ici l'utilisation de cette technique d'enquête. Parce qu'il introduit un cadre juridique clair, parce qu'il comble un vide qui posait le risque de dérive et d'abus au-delà de celui de la fragilité des procédures, ce texte est davantage protecteur des droits et des libertés. Conserver les deux verrous introduits par le Sénat ne permet pas, à mon avis, de satisfaire pleinement l'objectif de donner aux autorités les moyens légaux et appropriés de mieux combattre le crime et la délinquance. Notre intention n'est bien évidemment pas d'encourager l'avènement d'une société épiée par les forces de sécurité, mais bien de mieux protéger les Français contre la diversité des atteintes dont ils peuvent être la cible. N'oublions pas, mes chers collègues, qui sont les véritables ennemis de nos libertés fondamentales et des valeurs communes qui fondent notre société. Il ne s'agit ni du gouvernement, ni des parlementaires, ni de la police républicaine, pas davantage des magistrats, qu'ils soient du siège ou du parquet. Les adversaires dont nous avons vocation à nous défier, ceux qu'il nous faut combattre, ce sont ceux qui bafouent la loi en méprisant une dignité humaine dont ils s'affranchissent souvent eux-mêmes en commettant leurs actes. Toutes les lois que nous avons examinées depuis le début de cette législature pour contribuer à améliorer la sécurité des Français conjuguent les préoccupations de respect des libertés et d'efficacité. Le dispositif relatif à l'usage des techniques de géolocalisation ne déroge pas à cette ligne de conduite. Je me réjouis qu'il ait fait l'objet d'un large consensus lors de son examen en commission. Il continue de bénéficier aujourd'hui dans cet hémicycle du soutien du groupe socialiste, républicain et citoyen.